Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous présente un livre sympa, Médiatiser la science en bibliothèque, sous la direction de Justine Ancelin. C'est une œuvre très intéressante qui essaie de concilier la science avec la littérature actuelle. C'est vrai qu'on a une déperdition du savoir scientifique dans les livres et les publications. C'est pourquoi je vais vous en lire quelques passages choisis. Le bibliothécaire et le scientifique. L'opposition, réelle ou imaginée, entre culture, science et culture générale a été mise en lumière au milieu du XXe siècle par Charles P. Snow, auteur de plusieurs conférences sur les deux cultures et continuellement reprises depuis notamment par le physicien et épistémologue Jean-Marc Lévy-Leblond. Une même opposition imprègne l'histoire du métier de bibliothécaire. L'Ancien Régime voyait cohabiter sereinement, au sein de collections privées, aussi bien des ouvrages manuscrits et imprimés plus ou moins précieux que des objets d'art, et surtout des objets de science, curiosités naturelles ou machines et autres objets relatifs aux arts mécaniques. Mais les confiscations révolutionnaires ont changé la donne en organisant pour la première fois une répartition des collections saisies en fonction de la typologie des artefacts. Les dépôts littéraires, à l'origine des bibliothèques publiques, ont été nettement distingués de l'histoire naturelle, la physique, la chimie, l'anatomie et la mécanique. Ce divorce subit aujourd'hui dans la distinction entre métiers de patrimoine, filière patrimoine scientifique, technique et naturel et métiers de bibliothèque. Ajoutons à cela que de nombreux guides destinés à présenter aux élèves de l'enseignement secondaire les débouchés qui s'offrent à eux proposent les métiers de documentation prioritairement aux élèves dans des filières dites littéraires et que seule une infime minorité de bibliothécaires possède effectivement un diplôme en sciences. Quand l'histoire de la profession a séparé la forme du fond et le livre des sujets qu'il traite, peut-on juger cela comme un bien ? La science sera ainsi traitée au même titre que n'importe quelle autre discipline, ou un mal difficile de transmettre le goût et la connaissance d'un domaine intellectuel de plus en plus compliqué à appréhender. Chapitre suivant. Collection et méditation bibliothèque. Public et universitaire, comment et pourquoi parler de science ? Aujourd'hui, on s'interroge volontiers sur la place des sciences en bibliothèque publique, où elles courent le risque d'être délaissées au profit d'autres thématiques. Cette tendance s'illustre dans les sujets de mémoire sur les sciences en bibliothèque municipale, PM, proposés aux élèves conservateurs de l'ANSIB ces dernières années, mais aussi dans la synthèse dirigée par le français Agostini en 1994, intitulée de manière très générale « Sciences en bibliothèque », mais qui n'aborde presque pas les bibliothèques universitaires, BU, comme si la question du « comment » avait expressément besoin qu'on se fût posé la question du « pourquoi », et que la question du « pourquoi » intégrer les sciences aux collections, pourquoi les valoriser, n'avait pas besoin de l'aide pour des BU, liés aux sciences par nature. Cet ouvrage s'est donc fixé l'objectif de départ d'aborder aussi bien la remise de la science en culture, Jean-Marc Lévy-Leblond, en bibliothèque publique que la mise en culture de la science en bibliothèque universitaire ou spécialisée. Mais une difficulté persiste. À l'heure où les disciplines se spécialisent de plus en plus pour atteindre des niveaux de subtilité incompréhensibles des profanes, et où naît un vent de contestation lié aux dérives des technosciences, les scientifiques connaissent un besoin de plus en plus impérieux de faire connaître leurs travaux, leurs sujets de recherche et leurs méthodes. Même si certains savants se chargent eux-mêmes de cette tâche, au nouveau métier est apparu celui de médiateur scientifique. Cette prise de conscience d'un besoin toujours plus grand de médiation s'observe également au sein de bibliothèques de tout type. Afin de s'adapter à l'évolution des besoins et aux attentes des usagers, ainsi qu'au contexte actuel d'abondance et dissémination de la formation, elles mettent en effet, depuis quelques années, l'accent sur la valorisation de leurs collections existantes ou de ressources virtuelles. La production de contenus propres, notamment par le biais de leurs actions culturelles,
et le tri de l'information, il s'était agi de donner des outils pour constituer et gérer des collections scientifiques. Il aurait été possible de disserter longuement sur les établissements universitaires et de rechercher la documentation ayant un effet particulièrement complexe, et les collègues friands de retours d'expérience, mais c'est l'axe de la médiation qui a été choisi pour structurer cet ouvrage. Or, et le sommaire de l'ouvrage en témoigne malgré un vœu pieux de rééquilibrage, cette évolution du métier se trouve, à mon avis, aujourd'hui davantage au cœur des tâches des bibliothécaires en lecture publique qu'en bibliothèque universitaire. Même si cela évolue, peut-être parce que ce sont finalement les enseignants, chercheurs eux-mêmes, qui organisent les médiations des collections des BU, en les utilisant pour leur bibliographie, en les citant dans leurs cours et en les présentant parfois à leurs étudiants. Que l'on pardonne donc dès maintenant le moindre volume de pages consacré aux bibliothèques des établissements de recherche. Nul doute que la qualité des contributions qui y sont consacrées favorisera un essor de réflexion à leur sujet, et peut-être une future inversion de la tendance pour les années à venir. Médiatiser les sciences ensemble. À l'heure actuelle, les professionnels des bibliothèques ont encore peu d'expérience desquelles s'inspirer. 10 ans après l'épreuve nationale pour la diffusion de la culture scientifique et technique, qui appelait explicitement les bibliothèques à s'engager sur cette voie, leurs professionnels ne sont pas considérés comme des acteurs du monde des sciences, ni même du monde de la vulgarisation de la culture scientifique. Cette boîte à outils sera donc un peu particulière en ce qu'elle laissera souvent la parole à des partenaires des bibliothèques non issus de l'univers de la documentation. Car un double problème se pose. La professionnelle de la médiation scientifique et de la culture scientifique et les techniques CST fréquentent peu et connaissent mal le monde de la bibliothèque. Et les professionnels des bibliothèques n'ont que très peu souvent l'envie de s'implanter vraiment dans la médiation des sciences. Est-ce encore trop tôt pour un ouvrage sur la médiation des sciences en bibliothèque? Mais si on ne met pas en lumière ces quelques exemples pionniers, dont établissements oseront-ils se lancer? Les premières contributions de cet ouvrage s'efforcent de balayer les réticences instinctives de bien des bibliothécaires d'un point de vue à la fois théorique, Olivier Las-Vargas et dans une certaine mesure David Jonathan Benrubi, et pratique, Aurore Soares. Oui, les bibliothécaires ont un rôle à jouer en matière scientifique, où des formations de tout type peuvent les y aider. Leur mission diffère selon l'établissement d'exercice, comme le montre dans une deuxième partie la comparaison de la médiathèque d'agglomération de Cambrai, de la bibliothèque de biologie, chimie, physique, recherche de l'université Pierre et Marie Curie, UPMC, et de 3 bibliothèques hors normes, considérées moins comme des modèles documentaires que dans leur rôle de tête de réseau et d'établissement ressources en termes de médiation. Le travail sur les collections de livres notamment est un point de départ et n'est pas négligé puisqu'elle demeure de socle sur lequel s'appuient la plupart des actions menées par les bibliothèques. La troisième partie de l'ouvrage y sera consacrée au contexte éditorial, scientifique et une première expérience de médiation par l'association à fond de la science, en passant par la valorisation des collections patrimoniales dans un contexte à la fois public et de recherche au Muséum national d'histoire naturelle, MNHN. Mais médiatiser les sciences ne repose pas uniquement sur les collections. Aussi, la dernière partie de cet ouvrage rendra-t-elle compte d'expériences susceptibles d'inspirer d'autres établissements, au quotidien comme lors d'événements ponctuels, fêtes de la science, avec des outils traditionnels utilisés par les bibliothécaires, plans de classement, bibliographie et webographie, lecture, etc. Ou plus nouveau, conception et animation autonome d'ateliers thématiques. Face au public ou via les nouvelles technologies de l'information et de la communication NTIC, il ne saurait être question de dresser un état de lieu exhaustif de la situation des sciences et de leur médiation en bibliothèque, tâche à laquelle même Francis Agostini et son équipe s'étaient refusés 20 ans plus tôt. Plus qu'un vad messum,
Cet ouvrage souhaite être une invitation car être responsable de fonds scientifiques en bibliothèque spécialisée comme en bibliothèque de lecture publique implique à notre sens d'être non pas expert du sujet et titulaire de nombreux diplômes scientifiques, mais capable d'en comprendre les enjeux et les points saillants, et surtout désireux de se plonger dans les contenus pour proposer au public une sélection et une organisation du savoir qui en facilite l'accès et suscite les désirs. Si avant même de provoquer des réalisations abouties, nous parvenons par cet ouvrage à susciter des envies et à rassurer les bibliothécaires quant aux outils à leur disposition et leur capacité à médiatiser la science, je considérerais que nous avons accompli notre tâche. Partie 1. Les professionnels des bibliothèques, savants, scientifiques ou techniciens, transmettent la culture des sciences au même titre que la culture générale. 1. Les bibliothèques, des passerelles scientifiques pour les plus grands nombres, par Olivier Lasvagnas. 2. Comment se familiariser avec les sciences quand on n'est pas scientifique. Un panorama des offres de formation initiale est connu par Aurore Sauer. Les bibliothèques, des passerelles scientifiques pour le plus grand nombre. Des sciences dans les bibliothèques. Une évidence et une nécessité floue. Un consensus sur la nécessité d'aider au partage de savoirs scientifiques. Qui oserait aujourd'hui défendre l'idée d'une bibliothèque publique sans ressources traitant de sujets scientifiques? Personne, car le point de vue qu'il faut favoriser la connaissance de faits scientifiques par le plus grand nombre fait consensus. Et chacun de citer les raisons qui font d'une mise en culture, pour toutes des sciences, un prérequis à l'insertion professionnelle et sociale, presque aussi incontournable que l'alphabétisation. Cette nécessité de proposer des ouvrages et autres ressources liées aux sciences dans les bibliothèques généralistes est donc une évidence partagée par tous, professionnels ou non, enseignants, élus politiques, partenaires sociaux, acteurs culturels et relais d'opinion. En revanche, dès que l'on essaie de préciser des objets concrets à cette ouverture scientifique, ce consensus s'efface. D'une part, les raisons citées se révèlent doublement paradoxales, allant de la réduction des inégalités d'accès au savoir de la détention et de l'encouragement des vocations de futurs chercheurs ou de développement d'esprit critique vis-à-vis d'un univers trop technicien en passant par l'amélioration de la consommation des fruits du progrès technologique. D'autre part, en termes de contenu concerné, dès que l'on dépasse le noyau de savoir scientifique de l'enseignement secondaire, de multiples divergences apparaissent entre les acteurs qui se déclarent ou se reconnaissent comme acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle, CSTI. Et de fait, ces divergences ne portent pas seulement sur le périmètre de ce qui doit faire partie du socle minimum de CSTI, mais aussi de la nature de ce que mérite d'être appelé science ou qualité de scientifique. Pas de cohérence sur la nature de la science. Concrètement, dans un centre de documentation et d'information, CDI, de lycée, dans un BU ou dans un BM, les sciences ne désignent pas les mêmes types de ressources ni même les mêmes thématiques, du fait notamment d'une différence considérable de périmètre. Les sciences humaines et sociales, SAS, ne deviennent partie prenante des sciences que dans le monde universitaire, alors que dans l'enseignement général, le secondaire n'est scientifique que ce qui est du ressort du bac S, mathématiques, physique, et sciences de la vie et de la terre. Cette ambiguïté de définition renvoie aussi au lien avec les technologies et à la place de celles-ci, sont celles considérées comme partie prenante d'un ensemble indissociable que l'un doit qualifier de technosciences, ou doivent être vues comme des pièces rapportées, amalgamées, pour des raisons commerciales, politiques ou idéologiques, et une vraie science qui, elle, ne devrait être que conceptuelle ou théorique. Force est de constater que certaines filières universitaires, comme les sciences de la gestion, d'enseignement désignent par science des méthodes d'ingénierie, voire l'ensemble des savoirs étayés, plus généralement la nature même de ce que l'on appelle science, varie selon les contextes.
Pour les auteurs des programmes et référentiels scolaires encyclopédiques, science désigne avant tout des résultats, des faits et corpus scientifiques, classés par discipline, ce qui pourrait donner de la science une image d'entrepôt de connaissances proche de l'érudition. Pour d'autres, science désigne une activité de recherche empirique, fondée sur des investigations expérimentales, l'observation, la modélisation et l'esprit critique. Enfin, de plus en plus d'auteurs, notamment dans le monde politique ou socio-économique, y attribuent un troisième sens, celui de la recherche scientifique mondialisée, c'est-à-dire un système global produisant de matière interconnectée des savoirs, des inventions et des technologies mélangeant à l'échelle internationale des universités et laboratoires, des industries, des décideurs et des investisseurs. Cette dernière vision que l'historien des sciences, Derek et Sola Price, a qualifiée dans son ouvrage de 1963 de Big Science, forme selon lui caractéristique de l'époque contemporaine par opposition à la Little Science, quant à elle à l'échelle de quelques individus et caractéristiques des siècles antérieurs. Des bibliothèques au cœur des représentations sociales des sciences. Une définition toujours fluctuante. De fait, la science, même dans le monde académique, est loin de correspondre à une définition unique, et chaque discipline, chaque école, voire chaque paradigme scientifique, redessinait des interprétations diverses. Certes, de nombreux épistémologues, historiens des sciences ou logiciens se sont essayés à proposer des démarcations entre ce qui mériterait d'être appelé scientifique et ce qui ne le mériterait pas. Cependant, il n'y a pas de résultat, une modélisation universelle unique, mais plutôt des critères pouvant servir d'analyseurs ou de comparateurs de pratiques grâce à des cadres de référence, comme celui de l'étau scientifique de Robert Merton, la science comme l'ouverture, la collaboration et le scepticisme bienveillant, ou celui de la falsification de Karl Popper, la science comme limitée aux connaissances dont on pourrait prouver qu'elles sont fausses, en passant par la science vue comme mue par une triple hélice brassant simultanément université, industrie et pouvoir politique selon Loé Leidestroff et Henri Eskowitz. Malgré ces multiples efforts, ou plutôt peut-être à cause de la diversité, il est toujours impossible de trouver aujourd'hui dans le monde académique une définition consensuelle et unique. Symétriquement, du côté du grand public profane, il n'existe pas vraiment de noyau dur stabilisé ou représentation sociale. C'est en fonction du contexte que chacun voit ce qu'il peut ou veut derrière l'appellation de scientifique. Selon le cas, cela peut recouvrir la discipline du bac S, la pensée rationnelle associée ou non au travail empirique, la recherche menée par des savants en laboratoire ou encore le progrès et l'innovation technoscientifique. La bibliothèque, partie prenante de cette construction sociale. En ce qui concerne le grand public, bien plus que les laboratoires et les universités, ce sont les enseignements primaires et secondaires qui sont les principaux responsables de l'image sociale. La bibliothèque, surtout publique, joue aussi un rôle clé dans la construction de ces représentations sociales. Elles sont peu après dans la même situation que la CCSTI ou les musées, pour qui les questions n'est pas de savoir comment donner une image fidèle de ce qu'est la science, mais à contrario de choisir comment peser sur les représentations sociales de l'activité scientifique, comment clarifier le rôle que peuvent jouer les bibliothèques. Certes, il n'est pas compliqué de traduire le consensus flou sur la nécessité des sciences en bibliothèque en se fixant une première mission pragmatique, celle d'aider chacun à trouver les informations ou les réponses scientifiques qu'il cherche. Mais se limiter à ce premier niveau semble assez stérile, du fait de l'accroissement de l'information disponible sur Internet. Aussi, les bibliothèques devraient-elles certes relayer les informations disponibles, faciliter leur recherche pour ceux qui ne sauraient pas si bien s'y prendre, mais bien plus encore compléter cette distribution des informations en ouvrant des possibilités de construire des savoirs, voire d'apprendre à apprendre, dans l'esprit qui habite les idéastes londoniens.
ou qui fondent les discours sur le Learning Center ou le troisième lieu. Ces dispositifs développent non seulement des fonds, mais aussi, voire surtout, des interfaces et des politiques de valorisation et de médiation. Ils favorisent aussi le travail collectif en petits groupes et encouragent des modalités d'échange, ce qui sous-entend une transformation importante des espaces de travail, des chartes d'usage, des espaces et des pratiques professionnelles. Ne pas se limiter à la définition scolaire de la science. Cette idée de déplacer la priorité de la mise à disposition d'un fonds à la création d'un dispositif de valorisation, de travail et d'échange ne résout pas la question du périmètre à englober dans les sciences. Si les bibliothèques veulent contribuer à infléchir la représentation sociale, elles se doivent, en plus, dans la droite ligne de leur mission culturelle générale, de ne pas se limiter à une vision scolaire, mais à contrario élargir l'acceptation des sciences, en montrant les liens et passerelles avec la vie quotidienne, avec d'autres centres d'intérêt, en les présentant non comme un domaine de savoir réservé à certains, mais comme une perspective, un ensemble de méthodes d'investigation appropriables par tous. Ce choix est d'autant plus important que beaucoup de personnes quittent ou ont quitté le lycée ou le collège avec un sentiment d'inefficacité vis-à-vis des matières scientifiques en raison de la sélection scolaire par les matières abstraites, et en intériorisant la catégorisation scolaire laissant passer que seuls celles et ceux qui ont obtenu un baccalauréat scientifique sont aptes à comprendre quoi que ce soit aux sciences. C'est ce fait social qui explique que les discours prônant la CSTI pour tous n'ont cessé de se répéter vainement depuis au moins 3 décennies. Plus précisément, ces vaines répétitions démontrent que si les actions classiques d'animation scientifique périscolaire, clubs, ateliers, sont indéniablement efficaces à l'échelle individuelle ou du petit groupe, elles n'ont pu changer à l'échelle nationale le rapport aux sciences non plus que l'effet social massif d'éloignement des sciences scolaires produit dans chaque classe d'âge par la sélection par les mathématiques. C'est non seulement en raison de leur propre ambiguïté, mais aussi à cause de l'organisation des filières scolaires, que de tels discours se répètent malgré les actions locales de vulgarisation ou de CSTI périscolaires, imaginant naïvement des actions capables d'améliorer la détention des vocations d'une future élite de scientifiques tout en assurant la sensibilisation de tous. Ils oublient que le système d'enseignement secondaire catégorise systématiquement les classes d'âge en un quart des scientifiques d'un côté, bac S, et 3/4 de non-scientifiques de l'autre. Aux obstacles cognitifs individuels, l'organisation des filières du collège et du lycée ajoute ainsi pour les 3/4 d'élèves écartés scolairement des sciences un obstacle natif, qui entraîne le sentiment de ne plus être capable de s'y intéresser plus tard. Si l'on s'appuie sur cette catégorisation pour comparer les actions de sciences pour tous, on constate qu'elles se séparent en 2 groupes, aux objectifs très différents. Le premier groupe se limite à permettre aux non-scientifiques de se faire une idée d'une science faite par d'autres en organisant le dialogue entre le savant et le Velgum Precus, en résonance avec une acceptation condescendante de l'étymologie de vulgarisation. Le second groupe, à contrario, vise l'acquisition pleine et entière de savoir et de méthodes et permet à quelques rares adultes de dépasser cette catégorisation avec des dispositifs de remise à niveau ou de formation professionnelle pour adultes tels que le diplôme d'accès ou les études universitaires par la validation d'acquis professionnels ou de l'expérience, ou plus rarement par l'implication active dans des projets technologiques ou de sciences participatives. Or socialement, le problème n'est-il pas plutôt celui de la fabrication et du maintien de la catégorisation scolaire en scientifique ou non scientifique? Ne peut-on pas agir pour que le caractère scientifique ne soit plus monopolisé pour en faire une catégorie scolaire réservée à certains et interdire à d'autres, mais plutôt reconnue et défendue comme une clé d'analyse utile voire indispensable à toutes et tous, et une composante de toutes les qualifications professionnelles,
Dans cette logique, il s'agit de permettre à chacun à son niveau d'adopter, quand il le souhaite, une perspective scientifique sur les problèmes qui le préoccupent ou l'intéressent. Voilà certainement ce à quoi doivent contribuer les bibliothèques, en alliance avec les acteurs qui militent pour une représentation ouverte de la science, élargir ce qui est présenté dans leur offre comme scientifique largement au-delà des sciences scolaires et dépasser la vision d'une vulgarisation limitée à une simple opération sémantique et dialectique de traduction pour adopter une stratégie de prononciation de l'autodidaxie ou de médiation scientifique. De multiples partenaires pour des ateliers scientifiques et technologiques. Une double accroche pour les sciences, aux centres d'intérêt et aux partenaires. Pour réussir de telles médiations, les bibliothèques doivent non seulement élargir les disciples scolaires, mais aussi ne pas donner de la science une vision limitée aux productions de la big science. Pour cela, il faut montrer que, loin à la fois de la science théorique et de la science scolaire, la science peut être aussi une démarche d'investigation accessible à chacun, à son échelle, pour résoudre des problèmes ou interroger des croyances ou des représentations, et donc elle constitue un outil utile et complémentaire à tous les centres d'intérêt, sans prise de tête. De fait, il n'y a pas un grand fossé entre sport, mécanique, bricolage, matériaux, développement durable, économie solidaire, hygiène de vie, cuisine et alimentation, technologie, images et vidéos, son et musique, voyage et curiosité scientifique. Trois facettes de décloisonnement des sciences. On observe une convergence d'intérêts de différents acteurs pour un tel développement d'hybridation, dont on peut ici noter trois facettes susceptibles d'intéresser particulièrement les bibliothèques. La première est celle des sciences, dites participatives, avec des projets comme celui du Muséum national d'histoire naturelle, 65 millions d'observateurs, le réseau de cartographie botanique collaborative, Terra Botanica, ou encore le portail anglophone Zooniverse.org, qui propose aux passionnés de traiter des données ou images scientifiques existantes. La deuxième facette est celle de nouveaux ouvrages coopératifs réflectifs en santé, entre associations de patients et evidence-based medicine, qui, avec l'exploitation des open data et des objets connectés, révolutionne les relations médecine, soignants et malades. On peut d'ailleurs y rattacher des chantiers militants de l'épidémiologie populaire, au sens où ce concept a été développé par Phil Brown et stimulé par certaines régions françaises grâce à des appels à projets d'initiatives citoyennes pour la recherche de l'innovation, PICRI, ou dans certains campus par des projets de botanique de sciences, interface entre les chercheurs universitaires et les acteurs sociaux. Enfin, la troisième facette correspond à la montée en puissance du courant du do-it-yourself, allant de simples clubs de bricolage, de recyclage ou de logiciels libres à des systèmes coopératifs de production partagée d'objets de la vie quotidienne. Des ateliers ponctuels, mais aussi des espaces dédiés à la coproduction. Commencent ainsi à s'installer des espaces permanents dédiés, fondés sur des partenariats associant des communautés ou des réseaux technoscientifiques ou d'éducation populaire spécialisés. C'est par exemple ce qui se passe dans les Fab Labs ou dans les Idea Stores, qui généralisent les idées des cités, des métiers ou de la santé, développées initialement à la Cité des Sciences, en associant au sein de la bibliothèque des acteurs capables d'aider à trouver des solutions à des problèmes de formation, d'emploi ou de santé. On assiste aussi progressivement à un décloisonnement entre des actions qui relèvent plutôt de la stimulation des innovations et d'autres qui relevaient de la valorisation documentaire, avec l'émergence d'espaces de coworking ou de troisième lieu, de séquences à hackathon et d'autres barcans ou living labs, qui bouleversent nos salles de lecture et de travail et les hybrident avec l'esprit des incubateurs d'entreprises, des passions technologiques, des associations ou coopératives de consommateurs et des focus groups de marketing. Nous sommes donc en train de vivre une métamorphose des classiques secteurs
sciences et technologiques, et loisirs, vie, pratique ou bricolage de nos bibliothèques potentiellement démultipliées par Internet et les objets connectés, à la fois du fait des participants des réseaux sociaux, mais aussi d'investisseurs qui pensent trouver là des opportunités d'invention ou de test de nouveaux produits ou applications rentables. Voilà qui offre des opportunités indéniables pour les bibliothèques de s'associer pédagogiquement à de l'impure science, pour reprendre l'expression introduite par Steven Epstein, afin de décrire l'éruption des malades du sida dans la recherche médicale des années 1980. Conclusion, encore et toujours favoriser les pratiques autodidactées. Derrière ce foisonnement qui peut paraître désordonné, reste à reconstituer une feuille de route des bibliothèques en matière de savoir technoscientifique. Ce n'est en fait pas si compliqué. Il leur faut proposer de quoi répondre à la curiosité spontanée par des collections et animations faciles d'accès en lien avec l'actualité, mais aussi contribuer à élargir la vision de ce qui est scientifique et permettre au mieux l'empowerment des personnes et pour cela développer en profitant de certaines opportunités offertes par l'accélération technologique, mais pas seulement des ateliers et des expérimentations avec des partenaires, des loisirs et de l'éducation populaire scientifique ou technique. De fait, ce n'est pas une révolution pour les bibliothèques, mais plutôt une façon réactualisée d'assurer leur rôle de toujours donner l'envie et les moyens de partager le savoir et de favoriser les pratiques autodidactes. Comment se familiariser avec les sciences quand on n'est pas scientifique? Un panorama des offres de formation initiale et continue. Le goût pour le CSTI s'est développé en France grâce à la création de lieux d'exposition, à l'émergence d'événements comme la fête de la science ainsi que développement du tourisme industriel même quand on n'est pas scientifique de formation initiale. Avec de la curiosité et une envie de comprendre, il est maintenant facile de se familiariser avec les sciences. D'autant que de nombreuses institutions culturelles, dont les bibliothèques soucieuses d'accompagner cet enthousiasme, développent de plus en plus d'actions de médiation scientifique. Rencontres, expositions, sites web, pour des bibliothécaires qui souhaitent s'engager dans ce type d'action culturelle. Une formation en médiation scientifique est-elle nécessaire, envisageable? Un médiateur ou médiatrice scientifique ne peut jamais dominer tous les savoirs d'une discipline, mais doit être capable de trouver l'information, d'en comprendre les enjeux et de les médiatiser, avec l'aide d'experts si nécessaire, toute mission qui forme le cœur de métier de bibliothécaire, quelle que soit la discipline concernée. S'il arrive qu'une auto-formation suffise, une formation complémentaire permet de s'immerger rapidement au cœur de la CSTI, de mieux saisir les problématiques contemporaines liant science et société, d'apprendre en pratique à montrer des actions de médiation scientifique en tenant compte des dispositifs numériques disponibles à des nouveaux processus participants et de favoriser la mise en relation des partenariats avec d'autres professionnels de la CSTI. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de travailler dans le sens d'une démocratisation de la science et l'apport de documents scientifiques dans les bibliothèques. Voilà une brève introduction et je laisserai la suite à l'acquéreur du potentiel bouquin. En espérant que cela vous aura été agréable et toujours dans l'envie de véhiculer et de motiver à prendre un livre et lire, redonner goût à la littérature, la culture, la sociologie, la science, pourquoi pas, et d'autres cultures également, comme j'en ai déjà parlé. Enfin bref. Portez-vous bien et plein de bonnes choses.